Je vais vous parler de la mesure de la neige, non pas d'une perspective de recherche, mais bien d'une perspective opérationnelle chez Hydro-Québec. Donc, un survol là, des différents capteurs, différentes méthodes d'utilisation, transformation des données qu'on utilise. Ça amènera peut-être des questions et des échanges intéressants par la suite. Donc, d'abord, notre terrain de jeu, vous le connaissez pour beaucoup. C'est l'ensemble des bassins versants exploités pour la production hydroélectrique chez Hydro-Québec. C'est quand même un territoire d'une bonne taille puis qui est assez différent d'un endroit à l'autre selon où on se trouve à l'intérieur de la province. Ce qu'on vise à faire, c'est d'acquérir la donnée sur la neige pour alimenter la prévision des apports hydriques, qui à son tour va alimenter la gestion hydrique qui va être faite de nos installations. Donc, en fait, de connaître le couvert de neige au sol, de connaître la précipitation journalière de la journée précédente, bien, ça nous aide à déterminer les débits qui vont être turbinés, voire déversés pour les jours à venir là, pour chacune de nos installations. Ça permet d'optimiser notre ressource en eau, de mieux gérer notre ressource pour produire plus avec la même quantité d'eau. Puis, en période de crue, d'assurer la sécurité des installations puis du public. Un exemple de gain dans l'amélioration des mesures de neige, c'est ce qu'on voit au printemps, entre autres par rapport à la vidange des réservoirs. Avant chaque crue printanière, on doit réduire le niveau d'eau des grands réservoirs pour être certain de pouvoir emmagasiner toute l'eau de fonte combinée à l'eau de la pluie qui pourrait survenir pendant la crue. Historiquement, on utilisait un seuil fixe. On doit réduire le niveau du réservoir jusqu'à tel seuil, peu importe les conditions. Maintenant, vu qu'on mesure mieux la neige, on peut s'ajuster selon le couvert de neige qui est en place. Par exemple, cet hiver, on avait des stocks de neige nettement inférieurs aux moyennes sur beaucoup d'endroits. Donc, dans certains cas, on a pu réduire notre vidange du réservoir, donc conserver plus d'eau dans nos réservoirs. Puis ça fait un bon volume, puis ça a une importance économique là, qui est assez intéressante dans ces cas-là. Le paramètre qui nous intéresse le plus par rapport à la neige, c'est évidemment l'équivalent en eau de la neige. Qu'on mesure de quelques manières. Vous connaissez la méthode des relevés manuels avec le carottier Carpenter. C'est une méthode qu'on continue à utiliser pour l'instant, mais qui est en réduction rapide. On a délaissé plusieurs sites dans les dernières années. Ceux dont on continue l'exploitation sont visités moins souvent à l'intérieur d'un hiver. Puis la réduction va se poursuivre. Ça va nous amener à l'hiver 2023 où on aura pratiquement aucun site là, de relevé de neige comme ce que vous voyez sur l'image ici. Un avantage des relevés de neige, c'est le long historique qui est disponible. La méthode n'a pas beaucoup changé dans le temps depuis qu'elle a été apportée en Amérique du Nord par M. Church que vous voyez ici là, au Nevada au début du siècle dernier. Certains peuvent se poser la question, depuis combien de temps on mesure la neige de cette façon-là avec le carottier Hydro-Québec? La réponse, c'est avant même qu'Hydro-Québec existe. En fait, nos prédécesseurs, dont la Shawinigan Water, mesuraient la neige d'une méthode très semblable à ce qu'on fait actuellement avec le carottier, la plus ancienne ligne de neige encore en exploitation là, en Mauricie. Débuté ses opérations en 1926. On a un bon historique qui est assez homogène, puis dans le temps. Puis quand on regarde les manuels d'époque sur la méthodologie, on se rend compte que c'est très semblable à ce qu'on fait maintenant. On voit ici un exemple là, de 1932 qui explique la démarche. Donc, on est en train de déployer, on est assez avancé là, dans le déploiement de nos capteurs automatisés. On fait partie maintenant des rares organisations à l'appeler encore le GMON, Gamma Monitor, le manufacturier, là, pour la petite histoire, le commercialise sous le nom SCS 725 parce que le nom original incluait le mot gamma, puis ça faisait peur à des clients potentiels. C'était pas bon pour les ventes de leur côté. Mais il reste que c'est l'appareil qui enregistre le rayonnement gamma qui vient du sol, la présence de neige ou d'eau. Vient atténuer ce rayonnement-là. Donc, on peut déduire l'équivalent en eau de la neige de cette manière-là. Le gain par rapport au carottier régulier est assez important, là, comme vous le voyez ici dans le graphique. Essentiellement, on a une mesure qui est à peu près en continu. À chaque 6 heures, on a une mise à jour.
Puis, on a une fiabilité qui n'est pas affectée par le couvert de neige qui peut contenir plus ou moins de couches de glace, être plus ou moins humide, comme ça peut représenter là, un enjeu pour le carottier Carpenter. Pour ce qui est du déploiement, vous voyez ici là, toutes sortes là, de cercles colorés sur la carte. Tout ça, c'est des endroits où il y a des hégémones fonctionnels. On en aura à terme chez Hydro-Québec presque une centaine qui seront en place. Alors, on est assez avancé, à peu près 90 du réseau est déjà déployé. La calibration est bien avancée, là, ça a progressé depuis la production de la carte que vous voyez ici. Puis, on partage les données avec les autres exploitants de Gémon autour de nos bassins, principalement Rio Tinto, puis le ministère, le MLCC, le ministère de l'Environnement, au niveau provincial. On voit aussi les lignes de neige là, qui sont représentées par les triangles qui sont en train d'être délaissés. Là. On voit des triangles gris qui représentent les sites là, qui ne sont plus en exploitation, qui sont de plus en plus nombreux. Lorsqu'on installe une station Gémon, on va s'assurer de faire au moins une visite en hiver là, de relevé sur place, pendant laquelle on va utiliser, là, entre autres, le super-carottier dont on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Le principal avantage du super-carottier, si on résume, c'est le moindre impact là, causé par la neige humide puis la présence de couches de glace. Super-carottier qui est carottier surdimensionné là, qui ressemble quand même à celui de l'Université Laval. Cet hiver, c'est réalisé la plus grande des campagnes là, de mesures manuelles de la neige au site Gémon là, qui a été fait jusqu'à maintenant chez Hydro-Québec, qui, je pense que je ne me tromperai pas en disant au Québec ou au Canada non plus, ailleurs, je ne sais pas. Donc, 65 sites là, qui ont été visités cet hiver. Merci particulier là, à Maxime Baudouin-Galaise qui a accepté de se rendre partout sur notre territoire faire les mesures pour nous, qui est allé pelleter, qui est allé se geler le bout des doigts pour récolter des données là, qui nous sont bien utiles. Le premier objectif là, de cette tournée de relevé, c'était justement de récolter des mesures manuelles là, pour les comparer au Gémon dans un contexte de calibration. Est-ce que ça donne à peu près la même valeur? Est-ce que les paramètres de calibration sont adéquats? Est-ce qu'il y a lieu de se re-questionner là-dessus? Donc, les mesures qui ont été faites, c'était d'abord juste avec une perche, une mesure de hauteur de neige sur plusieurs axes à des sites distants de 1 mètre. Ça nous amène une représentation de la variabilité de la hauteur de neige au site. Puis ensuite, aux endroits qui sont identifiés comme étant une hauteur de neige minimum, maximum et moyenne, qu'il y a eu des relevés là, autant Carpenter qu'au super carottier pour connaître l'équivalent en eau à cet endroit-là. Le traitement des données est en cours, là, mais c'est assez prometteur là, pour l'instant. Puis, en plus de ce que je viens de mentionner pour le Gémon, les visites, on en a profité aussi pour caractériser l'environnement forestier. Initialement, quand on a déterminé où on met les Gémons, c'était une approche plus de dire, on vise un milieu ouvert ou on vise un milieu qui est couvert pour chacun des sites. Maintenant, en allant sur place, en identifiant le type de peuplement, la hauteur, ce qui est intéressant, en mesurant l'ouverture autour du Gémon, c'est quelque chose qui vient nous aider, surtout quand on se pose la question qu'on verra plus tard là, sur l'interpolation et la variabilité entre un site et l'autre, surtout en période de fonte. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un exemple avec 2 sites où les photos ont été prises notamment à côté du mât en pointant vers le ciel avec une méthode de classification, un seuillage en fait, qui décompose l'image en pixels de ciel et tout le reste. Donc, on voit ici là, le pourcentage d'ouverture, en fait, là, ce qui est occupé par les arbres et ce qui ne l'est pas. Donc, on a des sites qui sont très découverts, là, comme celui-ci, à 94 % de la photo qui représente le ciel, d'autres qui le sont moins, comme celui-là, 64 %. Puis, dans tous les cas, c'est certain qu'il y a eu la superficie occupée là, par le mât puis l'appareil en tant que tel là, qui ont été retirés du calcul. La mesure de la neige au sol, on le fait aussi avec des sonars SR50 pour connaître la hauteur de la neige. On en a installé systématiquement là où on a Gémon. On a également un SR50.
on avait déjà dans nos stations météo des SR50 d'installés. On mesure deux réalités qui sont complètement différentes selon le site où on est. Dans certains cas, le site Gémon est adjacent, est à quelques mètres de la station météo, mais surtout en période de fonte, va présenter des données complètement différentes, à savoir si on est dans un milieu ouvert, très ouvert, voire surexposé dans le cas des stations météo, versus les sites Gémon qui sont généralement, pas toujours, mais généralement, plus en milieu forestier. On a un bon historique là-dessus, beaucoup de données. Évidemment, on n'a pas les moyens d'instrumenter chaque site météo avec des Gémon, mais on a chaque site météo qui est équipé d'un SR50. Ça fait beaucoup de données. Si on utilise la densité qu'on va mesurer autrement, par exemple avec le Gémon, avec les sites Gémon, ben, on pourra éventuellement avoir une représentation de l'équivalent d'eau de la neige au site météo, ce qui est à venir. On utilise beaucoup les précipitomètres. Le défi, ben, comme ce qui a été mentionné, un précipitomètre, c'est quelle quantité de précipitation ou de neige surtout on a mesuré, puis quelle quantité on n'a pas mesuré. Parce que le flocon de neige est tombé à l'extérieur. C'est assez difficile là, de mesurer ce qu'on n'a pas mesuré, mais on sait que c'est significatif, puis on est en démarche actuellement là, pour le corriger. Première question qu'on se pose là-dessus, ben, ça, c'est une précipitation totale qui est enregistrée au précipitomètre. Qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est liquide? On veut corriger la captation d'abord des précipitations qui sont solides. Est-ce qu'on va appliquer seulement un seuil de température en dessous duquel c'est solide, au-dessus duquel c'est liquide? Est-ce qu'on va faire une méthode de transition linéaire dans une plage entre les deux? Est-ce que ce sera, exemple, un sigmoïdal qui va être utilisé? C'est des approches qui sont évaluées pour améliorer nos méthodes actuellement. Puis une fois que ça c'est fait, ben, il reste justement les méthodes de correction là, du biais de sous-captation. On a différentes méthodes ici qui sont en train d'être examinées en vue de l'implanter dans l'opérationnel. On a Sarah Piscopo là, qui est maintenant chez Hydro-Québec qui travaille là-dessus pour nous. Les dihydromètres, ce qui est nouveau pour nous, mais qu'on trouve assez intéressant jusqu'à maintenant. Là, on vient de terminer le deuxième hiver pour lequel on a de la donnée de dihydromètres. C'est-à-dire que sur certains des sites Gémon qui ont été installés, principalement sur la côte nord jusqu'à maintenant, mais un peu dans le sud du Québec aussi, on a installé des dihydromètres radars. Le modèle qu'on voit ici, c'est le petit capuchon blanc. La limitation qu'on a sur nos stations, c'est en grande partie, ironiquement, on est un producteur d'électricité, mais l'alimentation électrique des capteurs, c'est un enjeu parce qu'on est dans des endroits qui sont isolés avec panneaux solaires. Donc, c'est quand même limité le type d'appareil qu'on peut installer. Il ne faut pas que ce soit trop énergivore pour que ça puisse fonctionner sur nos stations. Donc, dans ce cas-ci, le petit hydromètre radar n'est pas trop énergivore. On n'a même pas eu à actionner le module de chauffage là, pour avoir de la donnée utilisable la très grande majorité du temps. De ce qu'on en voit jusqu'à maintenant, l'appareil est assez bon pour distinguer le type de précipitation. Quand je dis type de précipitation, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement solide-liquide. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est pas on serait difficilement en mesure d'utiliser ce niveau de détail-là pour nos opérations. Donc, assez bon pour le type de précipitation, pour quantifier les précipitations. Par contre, c'est vraiment moins intéressant au point où on n'utilise pas la donnée là, qui vient des dihydromètres pour la quantité de précipitation. Mais si on a le type de précipitation, on a des précipitomètres pas loin, ben, on a la quantité, puis on a le type de précipitation, ça nous aide quand même. Ce qu'on vise à tester prochainement, c'est d'essayer de déployer quelques exemples d'un dihydromètre optique qui est à faible consommation d'électricité. Les autres modèles, du moins ceux qu'on connaissait jusqu'à maintenant, nécessitaient trop d'alimentation électrique là, pour pouvoir être simplement rajouté dans nos stations actuelles. Celui-là pourrait être compatible avec nos installations. On verra quelle est sa performance, puis c'est certain que la question qu'on se pose, ben c'est dans quelle mesure ça peut être un bon atout pour mesurer, oui, le type, mais aussi la quantité de précipitation, puis est-ce que éventuellement, ce serait une solution de rechange pour les précipitomètres. Précipitomètres qui doivent être vidangés, c'est souvent des déplacements d'hélicoptères, c'est assez coûteux.
est-ce qu'éventuellement des hydromètres optiques pourraient fonctionner sur nos stations puis être assez fiables? C'est une question qu'on se pose. On pourra en échanger avec vous si ça vous intéresse. Autre point, les produits de réanalyse selon ce qu'on a examiné, qui sont d'une performance assez impressionnante. RA5 là, en particulier, là, qu'on aime beaucoup. Ce qu'on voit ici, c'est un exemple. Là, l'équivalent d'eau de la neige là, au Québec, c'est des pixels de 9 km. Dans ce cas-ci, c'était pour 2019. C'est assez bon pour les sites là, où on n'est pas directement là, ou relativement près d'un grand plan d'eau. On a bien hâte que le producteur là, de RA5 le CMWF, fournisse son produit qui va être en quasi temps réel. Là. Eux, ils annoncent que le produit va être disponible avec un délai de 5 jours et non pas plusieurs mois, comme c'est le cas actuellement. Là, on va se rapprocher d'une utilisation opérationnelle. Bon, ce n'est pas encore le cas. Quand est-ce que ça va venir? Puis quelles seront ses limitations? Bien, on pourra le savoir là, lorsque le produit sera disponible. D'autres produits aussi qu'on est bien intéressé là, à examiner, toujours dans l'optique où ce qui nous intéresse pour nos activités, c'est connaître sur une base journalière, en quasi-temps réel, l'équivalent en eau de la neige au sol. C'est le principal intrant là, sur la neige là, qui nous intéresse. Si on a des produits qui sont très, très bons, mais que c'est juste dans le passé, il y a plusieurs années, par exemple, ben, c'est difficile à utiliser directement là, pour nos opérations courantes. La question de l'interpolation. On travaille actuellement là, à mettre en place un crigeage avec des rives externes qui inclut des facteurs comme la latitude, l'altitude, le couvert végétal, certaines représentations de l'incertitude pour avoir une représentation là, un peu plus fiable ou représentative là, de la réalité de l'équivalent de la neige là, que ce qu'on aurait par des méthodes plus simples, là, comme ce qui est en place présentement. Perspective future, ben, ce qui nous intéresse, c'est en bout de ligne, on veut de la donnée surfacique. On s'intéresse à connaître l'état hydrométéorologique de nos bassins versants, des très grands territoires. Puis pour le faire, ben, on utilise surtout des données ponctuelles. C'est quoi la meilleure méthode pour utiliser des données ponctuelles pour en générer des données qui sont plus surfaciques? Je pense que c'est une question qu'on va toujours se poser. C'est ce qui rend la démarche intéressante ici. On a également des stations météo dans les prochaines années là, qui vont arriver en fin de durée de vie utile, pour lesquelles il y a des travaux de modernisation qui vont avoir lieu. Donc, c'est une belle occasion là, pour nous de venir d'abord faire des ajustements. Je pense surtout à des relocalisations. Là. On a une quantité non négligeable de stations qui sont vraiment surexposées au vent. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans nos opérations, c'est la mesure de la précipitation. Certaines vont être relocalisées. Puis les autres, ben, puisqu'il va y avoir des travaux sur place, c'est une bonne occasion de rajouter, de tester des nouveaux capteurs. Là, on peut penser webcam, différents types de hydromètres, profondeur du gel, puis d'autres capteurs météo qu'on pourra tester ou déployer de façon plus large dans le futur. Une question qu'on me pose toujours dans les conférences sur la neige, donc je la pose tout de suite là, parce que je sais qu'elle va venir sinon. C'est qu'est-ce qu'il y en a pour le partage des données? C'est bien beau, vous avez plein de données, Hydro-Québec, mais est-ce qu'on peut travailler avec? Est-ce qu'on peut les partager? On s'enligne vers des données ouvertes. On a des démarches en cours pour rendre disponibles certaines de nos données hydrométéo. La neige ne fera pas partie des premières, mais on est sur la bonne voie. De rendre disponible une bonne quantité de nos données librement sur le web pour tout le monde. Pour l'instant, nos données de neige, comme les autres paramètres hydrométéo, sont disponibles là, pour des projets de recherche, par exemple. Donc là-dessus, vous pouvez contacter mon collègue ici, là, Samer Algabra, qui reçoit les demandes, puis on pourra vous partager la donnée à la pièce, que ce soit pour vos projets ou pour explorer le potentiel d'utilisation des données, puis voire même proposer des projets futurs là, pour nous aider à savoir quelle est la quantité de neige d'équivalent de la neige sur nos bassins versants.